Bonjour à tout le monde et bienvenue sur ce podcast. Nous y voilà, ça y est, c'est le premier épisode. Et pour ce premier épisode, j'avais prévu de parler de l'orthographe. C'était le sujet parfait pour démarrer cette série, car figurez-vous que personnellement, il s'agissait du point précis qui catalysait quelques croyances limitantes qui ont représenté pour moi certaines barrières pour tout un tas de projets liés à l'écriture, mais qu'aujourd'hui je nourris avec beaucoup de plaisir dans ce podcast. Aussi, je me sentais légitime de pouvoir en parler tant l'orthographe a été un problème pour moi et ma pratique aujourd'hui un excellent pied de nez à toutes ces années de blocage. Ça, c'était le point de départ avant de commencer à creuser un peu et découvrir que mon histoire avec l'orthographe n'était que l'arbre qui cachait la forêt. Une forêt aussi vaste que dense et qui, au gré de mes recherches, m'est apparue comme source de tout un tas de ramifications que j'évoquerai tout au long de cet épisode. Le sujet d'aujourd'hui est un incroyable outil aussi bien social que mathématique que l'on retrouve partout dans notre quotidien, en terrasse de café comme dans les plus hautes sphères de nos sociétés, un outil auquel nous sommes assujettis de notre naissance jusqu'à notre mort. Et oui, je suis en train de faire monter les enjeux dramatiques, je vais vous parler de l'évaluation. Et pourquoi l'évaluation scolaire façonne-t-elle autant nos vies? C'est la question à laquelle je ne vais pas répondre, mais vous aider à y réfléchir. Petit avertissement que j'avais déjà évoqué dans l'introduction. Le sujet étant immensément vaste, l'objectif ici n'est pas de trouver la solution. Mettre en avant une méthode plutôt qu'une autre et encore moins positionner le curseur du « c'est bien » ou « c'est pas bien ». Avouez que ce serait cocasse pour un sujet sur l'évaluation. Non, l'idée est plus de voir ensemble comment ça marche. À ceux qui ont le sentiment de ne pas comprendre, d'y voir un peu plus clair. Et si comme moi vous avez entendu à la lecture de vos moyennes de classe un « qu'est-ce qu'on va faire de vous ?» vous bloquant des rêves, des chemins, eh bien nous allons essayer d'y voir un peu plus clair. Première partie, les constats, expérience personnelle, avant, c'était comme ça. Comme je vous le disais, cette recherche a démarré par mon expérience personnelle. Mon rapport à l'évaluation s'est révélé par l'orthographe. Quand j'essaie de me souvenir de mes expériences d'évaluation, c'est au collège, en classe de 6e, à cette prof, s'est dicté les notes et les conséquences concrètes qu'elles ont eues, que mes souvenirs sont les plus précis. Je vais remonter toutefois un peu le temps de ma scolarité pour revenir en école élémentaire. Un autre souvenir que j'ai de cette période est cette phrase magique que j'ai un jour prononcée à mon professeur de CM2. Monsieur, est-ce que je peux aller faire pipi, sinon je n'arrive pas à me concentrer sur ce que vous dites. En dehors de cet événement qui finissait de m'étiqueter comme le rigolo de la classe, aucun événement notable n'est venu définir ou redéfinir l'étudiant que je me destinais à être. J'étais un élève que je situerais entre moyen et bon, et dont ce professeur évalua sur le bulletin comme ayant un manque de maturité. Vous pensez que je digresse, mais je reviens justement sur ce bulletin scolaire de cette année 1995. Dans une sélection de choix multiples à surligner pour évaluer mon autodiscipline, les choix possibles sont 1. Avec un espace discipliné, bavard avec un espace parfois, se prend en charge, se laisse aller, manque de maturité et agité. Autant vous dire 2 chances sur 7 d'obtenir une bonne évaluation. Pour revenir à notre sujet, il y a un détail cocasse dans ce bulletin, une note qui est très éclairante pour la suite de mon récit. Rappelez-vous qu'il faut que je vous parle de cette note, j'y reviendrai plus tard. Je vous ramène avec moi au collège, où tout a basculé. Et c'est donc face à l'exercice de la dictée, célèbre évaluation de l'orthographe, que j'allais performer dans l'erreur. C'est par ce biais que j'ai senti pour la première fois de ma scolarité la force, la violence et la condamnation du jugement par l'outil de l'évaluation, sans qu'il soit possible de me défendre ou même de comprendre. Nous sommes en 1996, j'ai 11 ans et me voilà rendu inaudible, diagnostiqué du mal orthographique, mal pour lequel je ressentais toute la gravité d'en être atteint et pour lequel, après diagnostic, je devais par une méthode surprenante m'en guérir seul. C'est à ce moment-là que j'ai ressenti l'injustice. J'étais condamné à être évalué sur ma scolarité comme mauvais élève en orthographe. Et ma condition m'a si souvent été rappelée par la multiplication des zéros qu'à un moment, j'ai abandonné l'idée de comprendre comment m'en sortir et je me suis résigné en me disant « c'est comme ça ». J'ai compris que la méthode pédagogique de mon enseignante était injuste le jour où ma mère, résignée de me voir ramener des notes atteignant péniblement les 5 sur 20 en dictée, s'agaça de la durée du devoir à réaliser pour, je ne pourrais même pas vous dire pourquoi
tant l'exercice n'avait aucun sens. Il me fallait réécrire la dictée autant de fois que de points qu'il manquait pour avoir la moyenne sur 20. C'est alors qu'elle demanda à mon père, par mon cahier de correspondance, le 4 février à 22h, de cesser cette méthode qu'elle jugea par sa récurrence d'une efficacité douteuse. Moi, je vivais cette situation comme une véritable punition, une punition sans sens, enfonçant plus profondément dans mon cerveau l'idée que mon niveau d'orthographe deviendrait une nouvelle caractéristique de mon moi étudiant, une caractéristique qui me suivrait pour toujours et pour laquelle je devais vivre en abandonnant l'idée qu'une méthode pédagogique puisse m'aider tant ma situation ne semblait pas soulever d'intérêt. J'acceptais bon gré mal gré, de la part d'un adulte dépositaire de l'autorité de connaissance, que les zéros en orthographe m'accompagneraient pour les 7 prochaines années de ma scolarité et qu'il me faudrait toujours porter l'image d'un mauvais élève en orthographe, résigné j'étais, résigné je serais. Je peux le dire aujourd'hui, j'ai subi de plein fouet une des conséquences d'un système très ancien, un système qui se remet en question régulièrement mais peine à se renouveler, un système qui s'inscrit comme le principal indicateur de l'évolution d'un parcours pédagogique, l'évaluation par la note. Après les constats d'hier, ceux d'aujourd'hui. Alors aujourd'hui, où en sommes-nous ? Eh bien, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que bon nombre de sociologues, directeurs d'associations, doctorants en économie, chercheurs, et même parfois de façon plus ou moins remarquée quelques ministres de l'éducation, ces hommes et femmes de bonne volonté se sont frottés à la question. Donc, vous dire que le sujet n'est pas un sujet, que tout le monde s'en fout, serait faux. Autre bonne nouvelle, nous tenons un vrai sujet de société. Et si ça peut vous rassurer, ce n'est pas qu'un sujet franco-français, c'est un sujet mondial. En traversant l'Atlantique, on retrouve les mêmes problématiques alors que les méthodes d'évaluation peuvent être différentes des nôtres. Ce n'est donc pas propre à nos méthodes. Maintenant, la mauvaise nouvelle, il existe de la documentation, des débats, des rapports, il en existe beaucoup, mais dans le fond, rien n'a changé. Absolument rien ? Non, pas tout à fait. Il est clair qu'aujourd'hui, les pratiques éducatives autour de l'évaluation des élèves ont évolué. Je pense que les devoirs supplémentaires à faire chez soi en lien avec une mauvaise évaluation, comme j'ai pu connaître, ont quasiment disparu. Et il est désormais poussiéreux et aux archives le bonnet d'âne qui tient son origine dans les pratiques moyenâgeuses pour stigmatiser l'ignorant, le lent, le saint d'esprit. Pour me faire une idée de la situation actuelle, je vais être transparent avec vous, je ne suis pas allé chercher bien loin. Je suis allé frapper à la porte de ma cousine. Nous sommes de la même génération et elle a un enfant dans chaque niveau scolaire. Un enfant en école élémentaire, CM1, une autre en collège, 4e, et le dernier en lycée, terminal. Alors évidemment, vous me direz qu'une seule famille n'est pas représentative. Mais j'ai trouvé beaucoup d'éléments concordants, croisés ici et là dans les différents ouvrages que j'ai pu lire. Alors disons que les enfants de ma cousine illustrent bien la situation actuelle. Pour commencer, je me suis penché sur leur bulletin scolaire. Concernant le suivi des acquis de CM1, il est intéressant de noter une première grande différence entre l'enfant de 1995 que j'étais et lui. En 95, car oui, les mamans conservent parfois des choses incroyables, comme des bulletins scolaires, on trouve, comme sur celui d'aujourd'hui, les troncs communs que sont le français et les mathématiques. Ces deux grandes catégories étant elles-mêmes divisées en sous-catégories. Sur mon bulletin, conjugaison, grammaire, orthographe. Sur le bulletin de mon petit cousin, langage oral, lecture et compréhension de l'écrit, écriture, étude de la langue. Alors que mon bulletin renvoie directement chacun de ces éléments à une note sur 10, sur les bulletins d'aujourd'hui, une catégorie supplémentaire apparaît, informant de façon plus précise les éléments du programme travaillés pour chaque catégorie. Enfin, ce n'est plus des notes, mais des adjectifs qui sont utilisés. Non atteint, partiellement atteint, atteint et dépassé. Certains d'entre vous diront peut-être « mais je ne suis pas si vieux et pourtant moi aussi j'ai eu des notes ». C'est normal, la réforme qui a acté ce changement a eu lieu à la rentrée de septembre 2016. Autant vous dire, hier. L'idée de cette réforme était, entre autres, de mettre en avant les progrès et les efforts de l'élève. Autre détail intéressant, même si vous êtes de ma génération, allez fouiller dans vos boîtes poussiéreuses et il ne serait pas étonnant de voir que votre bulletin ne ressemble pas au mien. Et pourquoi ? Parce qu'en 95, il n'existe pas réellement de bulletin uniformisé. Certes, les académies fournissaient les éléments principaux, quelques modèles, mais la création des bulletins était à la discrétion de chaque établissement. C'est l'informatisation des écoles qui a uniformisé nos bulletins. Je vous rappelle qu'en 95, il n'y a pas d'ordinateur à tous les coins de rue. Pour vous donner une idée, un ordinateur bureautique de base, en prenant en compte l'inflation, coûtait 1 400 € il y a 10 ans. Aujourd'hui, c'est 500 € pour faire tourner 3 logiciels de base et des outils utilisables sur des plateformes en ligne.
Pour revenir à mon bulletin, c'est un canevas avec des informations préinscrites où les enseignants sont invités à surligner au feutre leur choix. Et je peux vous dire que le lexique n'est pas très encourageant. Afin de vous éviter l'inventaire à l'après-vert, je vais me limiter aux choix disponibles pour qualifier mon évaluation générale. Vous trouvez ainsi en progrès, bon là ça va, mais après c'est fini, ça se casse la gueule. Ce maintien, ça sent pas très bon, surtout si on prend en considération qu'un léger espace offre la possibilité d'y ajouter un difficilement. Ensuite vous avez en régression, là on sent que ça va devenir difficile à sauver. Et enfin, pour finir d'achever l'élève, l'établissement proposait paire-pied, littéralement paire-pied. Voilà, officiellement foutu, le gamin se noie, circulez, il n'y a plus rien à voir. Comme je sais que vous êtes de nature un peu voyeuriste, je vais vous donner mon niveau. Le surlignage s'est arrêté sur ce maintien et déborde lourdement sur difficilement. Le mot n'est pas surligné, mais moucheté de fluo. Et pour être complet, nous parlons d'une moyenne de 13,5 sur 20. Pour une moyenne de classe à 14. Il est vrai qu'en comparant ces deux bulletins d'école élémentaire, c'est le jour et la nuit. D'un côté, j'ai des notes qui ne renseignent pas vraiment sur quels sont les acquis et les lacunes, laissant le parent dans le flou total et le limitant dans d'éventuelles initiatives pédagogiques personnelles qu'il prendrait à la maison. De l'autre côté, un bulletin où les différents champs d'acquisition sont clairement identifiés et le lexique plus encourageant. Il est plus facile, pour en avoir discuté avec sa mère, de comprendre où ça pêche et où tout se passe bien. De mon côté, un commentaire général renvoyant sur les évaluations, démarrant par résultats irréguliers et m'invitant à toujours m'attacher à l'essentiel. Je doute qu'à l'époque mes parents aient compris réellement la signification de ce qu'était l'essentiel. De l'autre côté, le commentaire se concentre davantage sur les interactions de l'élève en classe par rapport à ses camarades, élément témoignant de l'état de socialisation à l'école de l'élève. Il semble ici y avoir une distinction plus marquée entre l'évaluation des compétences et la caractérisation du comportement. Les deux sont dans la mise en page du bulletin placés de façon très distincte. Concernant ces deux autres enfants en collège-lycée, je ne rentrerai pas de suite dans le détail du bulletin. J'y reviendrai plus tard car je dois introduire leur bulletin par l'histoire d'une petite révolution dans l'édition de ce document qui vient fixer sur le papier la note. Enfin, sur le papier, pas seulement. Laissez-moi vous parler d'une petite entreprise que vous connaissez tous, La Poste, entreprise dont l'État possède 70% des parts. Vous allez me demander ce que La Poste vient faire ici, dans un sujet sur les notes. Eh bien, figurez-vous que La Poste, consciente que niveau services postaux, elle allait de moins en moins y gagner, certains auront la ref, elle crée en 2007 la société Doka Post qui se spécialise dans le numérique. Retenez bien Doka Post. Si vous écoutez ce podcast avec beaucoup d'attention, et même si ce n'est pas le cas, je vous expliquais plutôt la diversité des bulletins scolaires dans les années 90 du fait du déploiement très faible de l'informatique. Eh bien, figurez-vous qu'à l'aube de l'an 2000, tout va changer. En 99, la toute jeune société Index Éducation crée un logiciel qui se fera très discret pendant quelques années et qui désormais est sur toutes les lèvres des profs, des étudiants et parents. Je parle évidemment de la plateforme Pronote. Et à la rentrée 2000, Pronote va commencer sérieusement à faire son apparition sur les ordinateurs des établissements scolaires de collège et lycée. Ce qui explique que mon bulletin des années 2000 n'a pas beaucoup de différence avec le bulletin scolaire d'aujourd'hui. Ils sont édités par le même logiciel. La plateforme connaîtra évidemment différentes itérations qui en font aujourd'hui un outil incontournable, extrêmement pratique pour créer plus de cohérence dans la mise en page des bulletins. Alors, comment l'État français, qui galère à trouver un système informatique pour gérer la vie scolaire, va se sortir d'un bourbier technologique qu'elle ne maîtrise pas? Par l'intermédiaire de la Poste, qui via sa société Doka Post, rachète en décembre 2020 Index Éducation, donc Pronote. Parler de l'impact des notes sur l'élève aujourd'hui sans parler de Pronote serait une erreur. Il est important d'introduire cette plateforme qui est l'outil principal, voire unique, utilisé par les enseignants pour gérer leur évaluation d'un côté et par les élèves et parents pour en prendre connaissance et interagir avec l'établissement. Aujourd'hui, l'évaluation s'affiche sur l'ordinateur, le smartphone et le tout à coup de notification. C'est une évolution majeure qui passe d'un bout de papier transmis de main à la main par l'élève à une notification push sur les téléphones
du parent. Certains journalistes ont d'ailleurs étudié ce grand changement dans le rapport parents, élèves, institutions scolaires. Pronote crée chez certaines familles une diminution des interactions avec leurs enfants aux sorties de l'école. Et l'autonomie des enfants à choisir les informations qu'ils veulent transmettre ou non diminue aussi mécaniquement puisque la plupart des événements scolaires sont répertoriés et communiqués en temps réel aux parents par une notification. Il y a 2 ans, dans un article de l'Express, on estimait son usage à 75% des établissements publics, collèges, lycées, avec 20 millions de connexions par jour. En septembre 2024, Médiamétrie calculait pour le couple Pronote-indexeducation.com un nombre de visiteurs uniques de 10 679 000 par mois. Cela entraîne nécessairement une réorganisation du rapport social entretenu par les différents acteurs, parents, élèves, établissements, autour de la communication des notes. Avant d'entamer la deuxième partie, et pour conclure sur les constats, pourquoi ce sujet ? Vous commencez un peu à le percevoir, si mes recherches m'ont emmené sur le sujet de l'évaluation, c'est parce que d'hier, et quand je vous dis hier, vous verrez qu'on part de loin, à aujourd'hui, l'évaluation de l'apprenant a été sujet à évolution. Évolutions qui ont suivi les changements de nos sociétés. Le sujet est vaste, infiniment vaste, mais il permet de voir comment de façon chirurgicale, l'évaluation nous guide volontairement ou involontairement dans nos choix. Comment l'évaluation va peser de tout son poids dans d'éventuels blocages. Des blocages que les mécanismes de sélection d'excellence dresseront contre nous, ainsi que des blocages que nous nous imposons nous-mêmes, tant ces dernières nous semblent inévitables, voire évidentes, scellant ainsi en nous des affirmations devenues croyances limitantes. D'ailleurs, pour plus de détails sur le concept de croyances limitantes, je vous recommande le film d'animation Pixar Vice Versa 2, qui en fait justement un des pivots de son histoire. Dans cette première partie, nous avons exploré l'évolution récente de la note dans le primaire, avec la transition d'un système purement numéraire aux commentaires pouvant être nébuleux, vers des évaluations plus descriptives, commentées de façon plus fine. Et nous avons évoqué l'impact de la numérisation, notamment à travers l'usage de la plateforme comme Pronote, et ses implications pour les relations entre parents, élèves et enseignants. Dans la suite, à la façon de Stéphane Bern, je vous raconterai les origines de l'évaluation. Nous examinerons de manière plus précise la construction des indicateurs numéraires, comment les notes sont établies, quels mécanismes les influencent et quelles réalités elles traduisent. Et si à ce stade, vous ne savez toujours pas où je veux en venir et que vous avez l'impression que je n'ai pas encore répondu à la question, c'est normal. Pour ça, il faudra écouter la deuxième partie de cet épisode. En attendant, vous aurez tout le temps d'y réfléchir et pour savoir si je vous donnerai une réponse, je vous donne rendez-vous dans une semaine. Merci.